C'est parti? Ok, bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Je viens aujourd'hui, et puis c'est un vrai plaisir puisque c'est la 5e année que je viens à Devox et c'est toujours aussi chouette d'être parmi vous. Aujourd'hui, on va parler de la loi de Conway. Est-ce que les gens peuvent lever la main? Est-ce qu'ils ont déjà entendu parler de la loi de Conway? Un petit peu, pas trop. Ok, ça va être cool. Donc, je m'appelle Clément Rochat. Je suis coach agile, coach DevOps, ça dépend un peu les organisations. Ça fait 12 ans que je suis dans le milieu du dev et puis de l'accompagnement agile. Et je travaille chez Xebia. Si vous avez envie de parler d'agilité, de Scrum Mastering, venez me voir. On a plein de choses qui arrivent et qui vont être sympas. Ça, c'est mon Twitter. Vous y trouverez la conf si vous voulez la voir pour la suite. Donc, coach agile. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un coach agile dans votre organisation. Je vais vous raconter un peu comment ça se passe, comment on intervient dans une entreprise, et puis pourquoi la loi de Conway, je m'en sers énormément, et en général, ça fait mouche à chaque fois. Imaginez qu'on vous dise qu'un coach agile va arriver sur votre plateau, dans votre organisation. Imaginez, comme souvent, que ce soit par une froide journée pluvieuse d'hiver. Ouais, super, ça marche. Donc ça se passe un peu comme ça. Et alors là, le coach, il arrive pour régler des soucis. On l'a appelé pour un sujet en particulier. En général, c'est pas celui-là qui va forcément traiter. Et le coach, il arrive à la porte. Est-ce que vous connaissez ce coach-là? Qui? Astérix. Bon, sauver les gens connaissent. Donc le devin, en fait, il fonctionne un peu comme un coach, et vous allez voir pourquoi. Alors évidemment, c'est pas dans des poissons que je vais lire les choses, mais c'est dans le SI. Et c'est même dans le code qu'on va trouver dans le SI. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va traiter. Est-ce qu'on peut voir comment vit l'organisation et pourquoi on en arrive là à partir du code? On va jouer un peu les devins de pacotille, mais comme celui d'Astérix. Donc Melvin Conway, qui a fait la loi de Conway, il a écrit ça. Les organisations qui définissent des systèmes sont contraintes à les reproduire sous des designs qui sont des copies de la structure de communication de leur organisation. Alors là, comme ça, c'est un peu compliqué, je vous l'ai simplifié. L'organisation des équipes a un effet direct sur le code qu'elle produit. Déjà, ça veut peut-être vous parler un petit peu, ça fait peut-être des connexions chez vous. Je vous propose trois autres, que je suis allé chercher sur Wikipédia, je ne suis pas allé chercher bien loin, mais trois autres reformulations qui vont nous permettre d'intégrer un peu plus ce concept. Si vous avez 4 équipes travaillant sur un compilateur, vous aurez un compilateur avec 4 étapes. Alors ça, c'est directement sorti de ce que Melvin Conway a écrit en 1967 dans ses travaux le travail de recherche qu'il avait fait. Et on lui avait demandé de faire un compilateur en COBOL. Il avait une équipe divisée en 3. Il a fait 3 phases dans son compilateur. Il avait une autre équipe à côté qui avait fait 4 phases sur avec un autre langage, enfin 4 équipes pour un autre langage. 4 phases. Déjà, on sent qu'il y a peut-être quelque chose. La structure d'un problème reflète la structure de l'organisation qui l'a créé. On imagine un peu les choses. La troisième, je l'adore. Les organisations produisent souvent des sites web dont le contenu et la structure reflètent les intérêts de l'organisation plutôt que les besoins de l'utilisateur du site. Quand vous allez voir le site de votre entreprise, est-ce que je suis sûr que là vous êtes en train de l'imaginer, c'est absolument pas fait pour l'utilisateur. Chaque département a fait son morceau du site, a envoyé ses documents, son truc ou a rempli le CMS, et chacun parle de lui, de son équipe. Et si l'équipe avait été autrement, on aurait eu un site complètement différent. À chaque fois, ce n'est pas sur l'utilisateur, et si vous devez aller chercher une info sur le site, vaut mieux savoir où elle se trouve, parce que sinon, vous êtes mal parti. Donc voilà un peu l'idée, ça commence à vous donner un peu une idée de ce que dit Conway dans cette fameuse loi. Alors on va commencer des exemples où j'ai utilisé cette loi. Le premier, alors là, on m'a envoyé emmener un poisson. Alors le poisson, c'est pas le client, c'est le SI. J'ai mis les doigts dedans. Et ce SI, c'était pour un gros site e-commerce.
Et on a vu et on a regardé dans le code, dans la façon dont ça fonctionnait, et on a vu ce qu'on a appelé un SI sédimentaire. Quand je parle de sédiment, c'est vraiment un truc où, couche après couche, on va entasser des projets, on va faire des patchs, et on va rajouter à chaque fois des nouvelles couches de SI. Et au bout de quelques années, on peut faire de l'archéologie. Hein. Si on regarde la date des commits, on sait on peut retracer à quel moment les librairies étaient à la mode. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un SI sédimentaire. Et si on repense à cette loi, finalement, ce SI sédimentaire, c'est évidemment la faute des gens qui l'ont fait, mais surtout de la structure de communication dans laquelle ils étaient au moment où ils l'ont fait. Pour vous donner un peu la vision de ce qu'on avait dans ces équipes, on avait un métier qui n'est pas forcément confiant sur le travail de sa DSI. Donc il va plutôt tenter de faire des projets, de les cadrer, de les challenger, de les faire le moins cher possible. Et finalement, on se retrouve avec des dizaines de projets, et chaque projet, c'est pratiquement une fonctionnalité sur le site. Quand ça se passe comme ça, finalement, la DSI, elle est obligée de s'organiser, non pas avec des équipes, les équipes agiles dont on parle aujourd'hui, qui sont censées être la norme, mais des pools de développeurs. Et ces développeurs, dès qu'il y a un projet qui a passé le comité d'investissement, on lance et on prend 0,8 d'un architecte, 0,2 TP d'un testeur, etc. Et on prend des morceaux de personnes et on fait le projet. Et d'ailleurs, quand le projet est fini, on ne travaille plus sur la fonctionnalité parce qu'on a interdiction même de corriger un bug parce que le projet est terminé, il n'y a plus de ligne pour ça. Le résultat de ça, c'est qu'on va entasser déjà quand on a un projet plein de choses, et puis les gens, ils ne sont pas dans une équipe, ils ne sont pas autonomes dans le choix et l'homogénéité de leur technique. Hop. Dans l'homogénéité du code qu'ils vont faire. Et puis quand on peut avoir plusieurs projets qui démarrent en même temps avec des personnes différentes d'un même plateau, mais pas vraiment d'une même équipe. Et ces personnes, elles vont utiliser un framework différent, une façon de faire différente, un pattern différent. Et finalement, on se retrouve avec ces fameux sédiments dont je vous décris. Donc vous voyez, la loi de Conway, là, on peut déjà le faire, et puis si on la joue un peu en mode devin, on peut, en lisant le code, directement voir ce qui se passe et prédire, ou en tout cas voir ce qui se passe dans l'organisation ou ce qui s'est passé précédemment. L'organisation des équipes a un effet direct sur le code que l'on produit. Deuxième petite anecdote, un autre fonctionnement dans une boîte qui faisait dans la logistique, dans le transport. Une DSI où on nous avait appelé pour dire on a un problème, on arrive à développer, ça c'est super, mais par contre on n'arrive jamais à mettre en prod. Ça prend du temps, c'est long, c'est compliqué, etc. Donc on est arrivé pour voir ce qui s'y passait. Et ce qu'on a découvert nous, c'était des ouvriers qualifiés, non pas des développeurs. Un ouvrier qualifié, c'est une personne qui fait un travail manuel en échange d'un salaire. Donc il n'y a pas de réflexion, on ne demande pas un travail de Bac+5, et surtout on ne demande pas d'initiative, on demande de faire ce qu'il faut faire. Et dans ce fonctionnement-là, quand on regarde un peu ce que ça faisait, on avait, quand je parle d'ouvrier qualifié, on avait un travail d'ouvrier qualifié, c'est-à-dire un travail sans réflexion dans les équipes. Et quand on creusait un peu plus, on comprenait assez vite pourquoi. On avait des équipes qui faisaient, enfin des projets qui faisaient des logiciels, des intranets qui se ressemblaient très régulièrement. Chaque nouvelle application était très similaire à la précédente. Donc on s'est dit, on va faire un framework. Un framework Java qui va permettre d'embaucher des équipes, un peu des intérimaires, qui vont pouvoir, pour le coup, faire du groovy là-dedans, et puis générer des sites qui vont popper tout seuls. Une première équipe, les architectes, les gens un peu smart qui ont fait le framework. Une deuxième équipe, ou plein d'équipes, parce que là c'est scalable, pour faire chacun des nouveaux projets qu'il va y avoir. Et puis d'autres équipes, parce qu'on est dans une réflexion où on se dit qu'il faut réduire les coûts, et donc on va essayer de faire des centres de services, avec une équipe par exemple de DBA qui va être dans son coin et qui va être aussi dans son contrat à elle. Quand on a creusé un peu là-dedans, et qu'on a cherché de voir pourquoi ça ne mettait pas en prod assez rapidement, on se rendait compte que nos développeurs, ils codaient, ils généraient
un script de base SQL pour le changement de la base, et il l'envoyait à l'équipe DBA qui devait le valider. Et alors là, eux, ils n'étaient pas contents, c'était mal fait, c'était mal optimisé, et donc ils faisaient des optimisations. Attention, pendant 3 ans, ils ont fait la même optimisation dans cette équipe DBA, c'est que quand on générait sur des bases SQL, je ne sais plus lesquelles, les index étaient assez longs, donc ça se passait bien. Et quand on générait sur Oracle, c'est limité à 32 caractères. Et le framework générait des index avec des noms trop longs, donc ça pétait. Vous vous rendez compte un peu le truc? Pendant 3 ans, les gens ont oublié de réfléchir et ont corrigé à chaque fois à la main ces index-là. Donc on avait un ping-pong entre des équipes qui construisent, et finalement, dans le code, on le voit tous les jours, et c'était pas la mise en prod qui mettait longtemps, c'était toutes les interactions entre ces équipes-là qui faisaient qu'à la fin, on n'arrivait pas à faire quelque chose de rapide, et en plus, on avait un travail qui était sans aucune réflexion très souvent. Alors on pourrait dire c'est la faute des gens, ils avaient qu'à s'organiser, l'amélioration continue, effectivement, c'était pas quelque chose qui était dans l'équipe, mais le résultat, si on n'avait pas eu ces problèmes d'organisation et cette organisation, on n'aurait pas produit ce problème-là. L'organisation des équipes a un effet direct sur le code que vous produisez. Pourquoi le titre de la conf du talk, ça s'appelle connaître la loi comprendre la loi de Conway pour faire votre transformation DevOps, c'est que on ne dit pas qu'il y a une bonne solution pour faire du DevOps, pour faire tout simplement de l'agilité dans votre organisation. Par contre, il y a certaines choses qu'il faut connaître, et la façon dont vous allez construire vos équipes, ça va avoir un impact direct sur les designs et sur les codes que vous allez produire. Donc, autant y penser un peu avant. Les équipes spécialisées. Est-ce que vous avez envie dans vos entreprises d'avoir des équipes avec des gens qui ont que des tronçonneuses, des gens qui ont que des clés, même s'ils ont toutes les tailles de clés, et des gens qui ont que des marteaux? Comment on bricole quand on a que... Alors eux, ils ont l'air de s'éclater avec leur collection, mais ça sert pas à grand chose. Abraham Maslow, la pyramide avec les besoins, ça vous parle? Il a écrit ça aussi. Tout ressemble à un clou pour qui possède un marteau. Quand on n'a que certains moyens et que c'est dans l'autre équipe qu'il faut faire le truc, et qu'il y a des dépendances, qu'on va avoir des tickets à créer, des trucs, on fait avec ce qu'on a. Et d'ailleurs, même quand le découpage dans votre DSI des applis est fait de manière assez fonctionnelle, que les domaines sont à peu près respectés, si c'est trop compliqué de faire dans la bonne appli, combien de fois on vous a demandé de faire un truc parce que y avait dans la roadmap, c'était pas prévu pour l'équipe d'à côté qui aurait dû le faire? Ça vous parle? Donc voilà, les collections de nos amis. C'est pas Maslow sur la photo. Je vais essayer de vous montrer un peu, de conclure un peu sur ce que je viens de vous dire. J'ai fait ce petit graphe là, vous avez là-bas en haut donc la rapidité et puis le coût. Alors attention, je parle bien du coût en monnaie, pas de la valeur. Si on faisait un ratio avec la valeur, les choses pourraient changer. Je suis juste en train de dire que certaines organisations sont plus chères que d'autres. En bas, la division du travail, les équipes spécialisées. Je peux faire un centre de compétences avec toutes les compétences. Du coup, je vais peut-être avoir moins de monde. L'expertise va être à un seul endroit, donc on leur parle à eux et puis c'est censé disséminer dans toute l'entreprise. Donc là, c'est pas très rapide, mais c'est pas très coûteux non plus. Je vous ai enlevé rapide et pas cher, et puis coûteux et cher. Non, coûteux et lent. Forcément, il y en a un qui est impossible et l'autre, j'imagine que vous n'avez pas la stratégie de le faire. Et voilà ce qui nous reste déjà. Et ça, c'est déjà un bon moyen de réfléchir à comment vous allez construire votre organisation. La division du travail, des fois, c'est obligatoire. Je ne vais pas mettre, si j'ai besoin de 0,2 TP d'une spécialité bien particulière dans l'équipe, je ne vais pas faire des feature teams et en mettre une personne dans chaque équipe. Ce n'est pas toujours possible. Ne serait-ce que prenez des choses plus concrètes. Une personne qui fait du support, des fois, on n'a pas... Financièrement, on ne peut pas avoir une personne qui fait du support dans chacune des équipes qu'on fait. Des fois, il faut partager. Donc ça arrive.
De l'autre côté, on va avoir l'alignement par rapport au business. Donc tout ce qu'on parle aujourd'hui, les feature teams, qui est la solution pour aller vite. Mais pareil, ben, ça a un coût et des fois, le business qui est derrière, il mérite pas d'avoir, enfin en tout cas, il permet pas d'avoir cette feature team. Et puis il y a un truc un peu mixte entre les deux, et c'est peut-être là qu'on peut aller chercher. On va prendre le meilleur des deux mondes, mais on va prendre les incohérences des deux mondes aussi. Les équipes mixtes, ça peut être des équipes virtuelles. Je trace une ligne droite, une autoroute dans mon SI, et avec chacune des personnes, je vais pouvoir avancer. Sauf que ces personnes, elles vont avoir 2 managers, elles ne savent plus à qui parler, ça peut amener plein de soucis. Ça peut être aussi par rapport à certaines compétences. Même les grands du web, ils ont certains ops, par exemple, qui vont être dans des équipes spécialisées. Par contre, là, on va peut-être changer un peu les choses, c'est-à-dire que ces ops, on a besoin qu'ils soient au service des équipes. C'est-à-dire que ce n'est pas une équipe qui crée des dépendances, il va falloir changer un peu le mindset et avoir des gens qui sont à la fois capables d'assister tout le monde, de mettre les mains un peu dans toutes les équipes et d'aller chercher le besoin. Et donc on va construire des équipes très spécialisées, mais qui vont finalement faire de l'agile peut-être de la même manière que d'autres équipes, avec un PO qui vont aller chercher les besoins, etc. Je suis en train de remonter, de passer. Ça tombe bien, c'est terminé. Donc, voilà quelques petites choses que vous pouvez garder pour la suite. Je vous laisse les lire, ça ira plus vite, mais qui permettent tout simplement déjà de réfléchir à une organisation qui pourrait être plus efficace pour vous en pensant à la loi de Conway. Si vous avez en discuté, je serai juste à côté pour en parler. Je vous remercie, on a terminé. Et si vous laissez un petit commentaire, n'hésitez pas.